Le mal n'existe-t-il que dans les contes? C'est ce que nous aimerions croire. Quand il se manifeste dans la réalité, quand il survient dans notre vie, nous sommes désemparés. Des experts sont sur ses traces. Mais peut-on l'identifier, voire l'appréhender? Les uns recherchent ses auteurs. Les autres tentent de comprendre leur fonctionnement. Quel est le vrai visage du mal? Et le mal a-t-il un seul visage? Quelle importance accordez-vous aux sentiments des autres? Pourquoi le sentiment de toute puissance est-il aussi important pour vous? Trouvez-vous excitant de faire souffrir votre victime? D'après vous, que se passait-il dans la tête de votre victime au moment de votre crime? L'établissement pénitentiaire de Straubing, l'une des prisons les plus sécurisées d'Allemagne. 800 coupables de délits graves y sont incarcérés. Le 7 avril 2009, Susanne Preusker, la directrice du service psychiatrique, est prise en otage par un détenu. Il la menace de mort pendant 7 heures et la viole à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle ne travaille plus dans l'établissement. Elle savait que le preneur d'otages avait déjà tué une femme. Elle savait aussi comment. L'homme était son patient depuis plusieurs années. Je savais qu'il ne fallait pas que je crie, ni que je hausse le ton ou que je fasse quoi que ce soit qui puisse le rendre nerveux. Je me souviens que quand il m'a agressée, j'étais sidérée. Je n'en revenais pas. Quelque temps auparavant, il avait été soumis à un examen psychologique. Je lui avais moi-même fait passer des tests. Il y a toujours un risque, mais chez lui, ce risque était selon moi très minime. Quand je me suis retrouvée avec un couteau sous la gorge, je me suis dit, mais quel psychologue es-tu au juste? Pourquoi ne l'as-tu pas vu venir? Susanne Preusker a laissé derrière elle son ancienne vie. Elle a abandonné son travail et déménagé dans une autre ville. Cet homme aimait bien s'occuper de l'aquarium de la prison et il préparait des gâteaux. Malgré les difficultés qu'il pouvait avoir sur le plan personnel, il communiquait facilement. Et c'est ce même homme qui soudain m'a menacé avec un couteau, sans la moindre hésitation. Il disait qu'il allait me coller la bouche et les yeux avec de la colle instantanée. Lui qui me parlait souvent de ses animaux, de son berger allemand qu'il adorait, que sais-je encore. Soudain, il s'est retrouvé là.
C'est ce que j'ai raconté lors du procès, parce que c'est ainsi que je l'ai vécu. Il voulait que je sois sa putain, et il était prêt à me tuer si je n'obéissais pas. Ce n'était pas celui que je connaissais, ou du moins celui que je croyais connaître. Que se passe-t-il dans la tête de ces hommes? Que cache-t-il au fond d'eux? Comment les identifier? Peut-on seulement les identifier? Depuis longtemps déjà, les scientifiques s'intéressent au sujet. Les premiers à avoir voulu explorer le cerveau ne disposaient pas encore des moyens techniques nécessaires. À la fin du XIXe siècle, le médecin italien Cesare Lombroso tente d'établir certains profils criminels types en se basant sur des caractéristiques telles que la forme du visage. Au cours de ses travaux, il constitue une collection de masques mortuaires de criminels. Plus tard, c'est sur la base de ces recherches que le régime nazi conduira sa politique de stérilisation forcée. Comprendre le mal, c'est d'abord une question de définition. Après la découverte de la photographie, l'homme de science britannique Francis Galton, l'un des pères de l'eugénisme, tente de donner un visage au mal. Il photographie plusieurs criminels et superpose les clichés en espérant obtenir un portrait type. Par exemple, celui d'un meurtrier. Toutes ces tentatives poursuivent un même objectif, reconnaître le mal pour l'éradiquer de la société. Mais ce n'est pas si simple. Les scientifiques canadiens Stephen Porter et Michael Woodworth ont déjà étudié le profil de nombreux criminels. La police recourt à leur expertise pour des enquêtes particulièrement délicates. Depuis plusieurs années, ils concentrent leurs recherches sur des criminels psychopathes. Ils sont peu nombreux mais particulièrement dangereux, et ils présentent un risque de récidive très élevé. Well, a psychopath in some ways is an individual that On pourrait penser qu'il est très facile d'identifier un psychopathe. Les psychopathes présentent une grande variété de troubles de leur fonctionnement et sur le plan émotionnel. Ils n'ont pas la même relation à l'autre que vous et moi. Ce qui est intéressant dans la personnalité du psychopathe, c'est qu'il est capable de masquer ses dysfonctionnements de façon très habile. Le plus souvent, il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il peut être très sociable et très avenant, et s'il en a envie, il peut fonctionner en société sans être démasqué. Les psychopathes se caractérisent par une absence d'empathie. Derrière les expressions de leur visage se cache une âme froide comme la pierre. L'exemple qui m'est resté en mémoire est celui d'un individu dénommé Kyle, avec qui j'ai travaillé en prison dans un cadre thérapeutique. Je le voyais en consultation une fois par semaine, et nous avions prévu de poursuivre la thérapie sur une année. Kyle était condamné à une très longue peine. Il avait commis de graves agressions sur des enfants, dont un assassinat. Les premiers mois, tout se passait extrêmement bien. Il faisait ce qu'on lui demandait de faire, il développait de l'empathie pour ses victimes. Si j'avais dû rédiger mon rapport d'évaluation à cette époque, il aurait probablement été très élogieux. Un jour, un gardien m'a dit que la cellule de Kyle avait été fouillée et que toutes ses affaires avaient été confisquées. Parmi elles, ils avaient retrouvé son journal intime. J'y ai découvert qu'entre le début et la fin du travail thérapeutique,
Ses fantasmes sexuels à propos des enfants n'étaient pas devenus moins forts, mais au contraire, ils s'étaient intensifiés. Et vers la fin de la thérapie, il ne rêvait pas seulement d'agresser des enfants, mais carrément de les massacrer, ce qui n'était pas vraiment le résultat thérapeutique escompté. L'homme peut-il décider d'être bon ou mauvais? Que se passe-t-il alors dans son cerveau? À l'Institut de recherche sur le cerveau de Brême, en Allemagne, les chercheurs tentent de répondre à ces questions. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, on peut désormais explorer le cerveau d'un individu sans le sectionner. L'IRM permet de diagnostiquer des tumeurs, mais également de visualiser les processus complexes en œuvre dans le cerveau. Le spécialiste du cerveau, Gerhard Roth, et sa collègue Juliana Wichert présentent au sujet testé des vidéos en vision subjective. Le cerveau réagit automatiquement aux différents stimuli. Les chercheurs observent les réactions cérébrales sur un écran. Comment un individu réagit-il à la violence dont il est lui-même l'auteur? Nous essayons de visualiser les zones du cerveau qui sont activées lors d'une scène violente. Nous comparons ensuite ces résultats à ceux enregistrés lorsque le sujet observe une scène non violente. Nous avons tous une part d'agressivité en nous qui varie en fonction de nos gènes. Ainsi, dans la population normale, il existe des différences entre les individus. Ce que nous essayons de déterminer ensuite, c'est dans quelle mesure les personnes ayant commis des actes criminels plus ou moins graves s'écartent de la norme. Couche après couche, l'ordinateur enregistre l'activité des différentes régions du cerveau. Sur ces images, les taches colorées correspondent aux zones du cerveau qui ont été fortement activées. On peut observer qui correspondent aux sentiments et plus précisément aux sentiments négatifs et violents. Cette zone-là est particulièrement intéressante à observer. On l'appelle le cortex insulaire. On le voit bien ici, là où il y a un renfoncement. C'est dans ce cortex insulaire qu'interviennent la perception et la conscience de la douleur, par exemple quand nous nous blessons, mais aussi la pitié et l'empathie. Et quand nous ressentons une grande empathie, cette zone est fortement activée. En revanche, chez un individu qui commet des actes graves, sans pitié ni remords, on n'observe aucune activité. Nous observons des différences très nettes entre des individus normaux, comme vous et moi, j'espère, et ceux que nous envoient les tribunaux, par exemple des jeunes de 18 ans ayant déjà plusieurs crimes à leur actif. Parmi ces individus, il faut distinguer ceux qui s'énervent et réagissent facilement à la provocation de ceux qui n'y réagissent pas, mais opèrent sans aucun état d'âme. Le service de psychiatrie médico-légale de la clinique de Ratisbonne. C'est ici que travaille la neurologue Hedwig Eisenbach. Elle aussi s'intéresse particulièrement à la psychopathie. Ici, elle travaille avec un sujet test. Ses méthodes d'analyse se distinguent de celles de ses collègues brémois. Des images vont apparaître aux quatre coins de l'écran. Je vous demanderai simplement de les regarder. Vous n'avez rien d'autre à faire. C'est parti. Pour la chercheuse, l'observation de l'activité cérébrale n'est pas une méthode assez rapide. Ici, elle analyse les mouvements oculaires
grâce à la méthode de l'oculométrie ou eye tracking, utilisée au départ pour les études de marché. Ce qui nous intéresse, c'est d'observer où la personne regarde en premier lorsqu'une image apparaît à l'écran. Si elle regarde d'abord les yeux ou bien la bouche, c'est ce que fait un sujet sain. Ici, la question est de savoir si les psychopathes font la même chose. Font-ils les mêmes mouvements oculaires lorsqu'ils regardent un visage présentant différents types d'émotions, telles que la tristesse, la neutralité ou la joie ? On sait que les psychopathes savent très bien se mettre en scène et qu'ils sont capables de jouer. C'est pourquoi nous nous intéressons aux processus qui interviennent immédiatement après l'apparition d'un stimulus. C'est quelque chose que l'on observe très bien avec la méthode de l'eye tracking, car elle permet d'enregistrer très précisément les mouvements oculaires involontaires qui suivent l'action du stimulus. L'oculométrie ne permet pas seulement de déterminer l'endroit où regarde la personne. Les marqueurs jaunes et rouges indiquent également ce que la personne a regardé de façon particulièrement intensive et prolongée. Ces réactions incontrôlées se produisent en une fraction de seconde et sont régies par les couches les plus profondes de notre cerveau. Selon les scientifiques, les psychopathes réagissent différemment. Lorsque nous voyons un visage triste ou en colère, notre regard se porte immédiatement sur les yeux de la personne. Cela retient notre attention, c'est important pour savoir comment réagir. Mais chez un psychopathe, cela se passe plus lentement. Notre hypothèse, c'est que les zones du cerveau activées à ce moment-là sont limitées dans leur fonction et que le psychopathe ne peut pas diriger rapidement son attention vers autre chose. Pour mettre leur thèse en évidence, les chercheurs recourent à une série de photos. Une étude préalable a permis de déterminer si une majorité de sujets percevaient ces images comme positives ou négatives. L'ordinateur mesure chaque contraction musculaire et réaction cutanée et enregistre les comportements qui diffèrent de ceux d'un sujet normal. Mais d'où proviennent ces différences et à quel moment apparaissent-elles ? Nous pensons que la psychopathie n'est pas quelque chose qui survient subitement à 20 ou 30 ans comme certaines maladies psychiques, mais qu'elle se développe relativement tôt. Pour explorer les différents mécanismes du cerveau, Gerhard Roth recourt à un procédé inhabituel. Il nourrit des grenouilles avec des abeilles vivantes. Les grenouilles sont piquées et associent donc la nourriture à une expérience négative. Le scientifique analyse ensuite les changements opérés dans leur cerveau et extrapole des hypothèses sur le conditionnement humain. Je prélève le cerveau et je l'analyse ensuite cellule par cellule. Cela me permet de mieux cerner ce qui se passe lorsqu'un animal ou un homme est conditionné négativement. De la même manière, les psychopathes ont vécu des choses graves dans leur petite enfance et leur adolescence. Et c'est pourquoi ils ne réagissent plus au mal ou à la violence. Au contraire, ils y sont devenus insensibles. Ils ont probablement vécu des choses si atroces qu'ils refoulent tout en bloc. Mais pourquoi cela a-t-il des conséquences sur le cerveau ? Nous avons récemment fait deux découvertes fondamentales. D'une part, nous nous sommes rendus compte que les comportements criminels ne dépendaient pas principalement des gènes, mais bien plus de facteurs environnementaux. Ils sont dus pour un tiers à des critères génétiques et pour 2 tiers à des influences externes. Mais ces influences externes altèrent le cerveau dès le plus jeune âge. Et si rien n'est entrepris pour les contrer, ces changements s'ancrent profondément entre l'âge de 4 et 7 ans, comme s'ils étaient d'origine génétique. On a compris cela récemment. Ces découvertes semblent appuyer les théories selon lesquelles l'environnement social serait la cause des comportements criminels. Le cerveau est marqué par chacune de nos expériences. Plus elles se produisent à un âge précoce, plus leur empreinte est profonde.
La question est la suivante. Ces individus sont-ils responsables de leur comportement violent? La réponse est non. Ils ne sont pas responsables de leur gène, ni du traumatisme qu'ils ont subi, ni du fait qu'ils étaient déjà violents à l'âge de 10 ans. Si l'on considère qu'ils ont agi en toute conscience, alors ils doivent être condamnés. Mais si l'on considère qu'ils ne sont pas responsables, il faut chercher la cause de leur comportement et réfléchir aux changements que la société doit opérer. Chez la plupart des criminels, tout commence très clairement dès la prime enfance. C'est cette piste-là qu'il faut remonter, incontestablement. Faut-il déresponsabiliser des individus qui ont agi froidement et de façon préméditée? Une idée que beaucoup désapprouvent. Pour eux, la société doit être là pour protéger et sanctionner. Le centre de psychiatrie médico-légale de Lippstadt, en Allemagne. L'établissement accueille ceux que la justice a reconnus comme pénalement irresponsables. Pour autant, ils sont traités comme n'importe quel autre prisonnier, souvent plus longtemps que s'ils avaient été condamnés à une peine de prison. Nala Zaime est psychiatre et directrice médicale du centre. Elle côtoie chaque jour des violeurs et des meurtriers. Nous vivons dans un état de droit où des normes ont été posées. Peu importe qu'un individu soit responsable ou non de ses actes, l'État dit qu'il y a des choses que nous pouvons faire et d'autres non. Le postulat est le suivant. Si je fais des choses conformes à la société ou du moins qui ne lui portent pas préjudice, alors je dois aussi être en mesure de ne pas faire celles qui ne lui sont pas conformes ou qui lui portent préjudice. Monsieur Müller, le nom est un pseudonyme, a commis un second délit. Après avoir examiné son dossier, Nala Zaime va le questionner à plusieurs reprises afin d'évaluer son profil psychologique. Monsieur Müller a violé une femme. Pour comprendre ce qui se passe dans sa tête, le docteur Zaime ne recourt pas à l'imagerie médicale, mais à sa seule expérience. Monsieur Müller, je suis le docteur Zaime, prenez place. L'évaluation qui va être faite aujourd'hui consistera à déterminer votre responsabilité pénale. Votre avocat vous en a parlé. La question est de savoir si vous présentez un trouble psychique qui aurait pu entraîner une diminution de votre responsabilité au moment du délit. Comment étiez-vous enfant? Quelle éducation avez-vous reçue? Étiez-vous rebelle ou obéissant? Faisiez-vous beaucoup de bêtises? Aimiez-vous jouer des tours aux autres? Quand j'étais petit, j'étais plutôt calme. Je ne posais pas de difficultés particulières à mes parents. Et en grandissant, je suis devenu de plus désobéissant. Je me rebellais contre l'autorité. Comment étiez-vous puni? Je recevais des coups, des coups de ceinture. Qui les donnait? La plupart du temps, mon père. Ma mère n'aimait pas trop faire ça. Elle me battait aussi, mais pas très souvent. Comment réagissiez-vous? Au début, ça me blessait beaucoup. Parce qu'en même temps, il me disait « Je t'aime, mais je dois le faire ». Je n'ai jamais vraiment compris ça. Et au bout d'un certain temps, ça m'est devenu égal. Je me contentais juste de ricaner. En tiriez-vous une leçon? Vous disiez-vous « Maintenant je vais obéir pour ne plus décevoir mes parents » ? Absolument pas. J'avais même plutôt tendance à les provoquer. Puis, vous avez commis un premier délit pour lequel vous avez été condamné. C'était le premier viol. Vous êtes resté longtemps dans l'appartement? Que s'est-il passé alors? À un moment donné, la femme a compris que j'étais sérieux. Je l'ai menacée à plusieurs reprises. Je lui disais que je voulais coucher avec elle.
Et que si elle n'obéissait pas, j'allais la saigner. Ensuite, je lui ai dit de se déshabiller. Elle a fini par le faire après plusieurs menaces. Puis je lui ai dit de s'agenouiller. Et je l'ai pénétré par derrière. Est-ce que ça s'est passé comme vous vous l'étiez imaginé? Ça correspondait à des fantasmes que j'avais eus, oui. Avez-vous eu un orgasme? Oui. Quels étaient vos fantasmes? Dans mes fantasmes, c'était toujours moi qui avais le pouvoir sur la femme. Aviez-vous besoin que la victime souffre, qu'elle souffre physiquement? Physiquement, non, pas vraiment. Pour moi, c'était plus important qu'elle ait une souffrance psychique. Qu'elle sente qu'elle n'a plus le contrôle. Le but d'une thérapie ne serait pas de faire dire à M. Müller que le viol est une chose terrible et que cela ne procure aucun plaisir. Pour lui, ce sera toujours quelque chose d'excitant. Mais dans la mesure où il éprouve une souffrance psychique, ce que l'on peut faire sur le plan thérapeutique, c'est lui apprendre à exercer un contrôle absolu sur ses fantasmes, de la même façon qu'un alcoolique doit apprendre à ne plus boire. Il reste toujours une part de danger. Un patient qui avait commis une très grave agression sur un enfant m'a dit « Lorsque j'ai fait ça, un rideau s'est ouvert et j'ai vu un monde que vous ne pourrez jamais voir. » Le criminel agit et évolue dans un monde intérieur qui n'a rien à voir avec le monde extérieur normal. Et c'est un monde qu'il ne peut pas faire disparaître. L'Est de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique. Thomas Elbert est un neuropsychologue allemand. Après avoir délaissé sa chaire à l'université de Constance, il se consacre depuis des années à l'étude des penchants meurtriers chez l'être humain. Nous voulons comprendre pourquoi les crimes perpétrés dans cette région sont aussi crus, aussi brutaux. Il y a beaucoup de groupes clandestins, de bandes armées qui sillonnent le pays, tuent, pillent, commettent des viols affreux et infligent de terribles tortures à la population. Les combats opposent des milices rwandaises entre elles, des groupes de défense civile à l'armée congolaise, et tous se disputent l'accès aux richesses minières du pays. Les armes et l'argent affluent en provenance de l'étranger. Le pays compte en outre un nombre effrayant d'enfants soldats. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe chez ces enfants. Pourquoi deviennent-ils des meurtriers? Pas simplement des combattants, mais des machines à tuer. Par ailleurs, ils ne tuent pas seulement pour se défendre. Ils éprouvent aussi du plaisir à anéantir les autres. La ville de Goma, à l'est du Congo. La population est pauvre, mais on trouve dans le pays des armes en abondance. Aux années noires de l'ère coloniale qui régissait l'ancien Congo belge, ont succédé plusieurs décennies de violence qui ont laissé de profonds stigmates. Pour ses recherches, Thomas Elbert ne tient pas compte de la situation sociale et politique du pays. Il pourrait conduire le même type d'études dans beaucoup d'autres régions du monde. Dans un centre de démobilisation financé par l'Église norvégienne, lui et ses collègues interrogent des combattants de divers partis ayant récemment rendu les armes. Une majorité d'entre eux sont d'anciens enfants soldats, victimes, tout autant que bourreaux.
Difficile de s'imaginer que beaucoup d'entre eux ont subi, mais aussi commis des actes d'une extrême cruauté. Thomas Elbert a travaillé sur les victimes de violences dans différentes zones de guerre avant de s'intéresser à ceux qui les commettent. 95% d'entre eux sont des hommes, au Congo comme ailleurs. Comment sont-ils arrivés là? En Allemagne, on observe aussi bien sûr toute une palette de crimes cruels, mais ils surviennent si rarement que nous les considérons comme anormaux. Nous avons vite fait de leur attribuer une origine pathologique. Anormaux, ils le sont sans aucun doute, mais sont-ils pathologiques? C'est ça la grande. Dans nos diagnostics, nous attribuons effectivement certains crimes à des pathologies telles que la psychopathie ou des troubles de la personnalité. Dans ces cas-là, on estime que la personne souffre d'une maladie mentale et qu'il faut la prendre en charge, car la pathologie peut être due à un dysfonctionnement cérébral ou à autre chose. Mais dans un contexte de guerre comme celui-ci, on constate que la plupart des jeunes hommes basculent dans un état particulier. Celui-ci ne résulte pas d'une psychopathologie. C'est quelque chose qu'ils ont eux-mêmes provoqué. C'est comme s'ils étaient soudain programmés pour tuer ou pour chasser leurs victimes. Et nous pensons que chaque homme, à des degrés divers, est susceptible de basculer dans cet état. Parlez-moi de votre expérience en tant que soldat, en tant que combattant lorsque vous deviez recourir à la violence. Cela vous procurait-il du plaisir de voir couler le sang de votre ennemi? Tulikuwa tunawakamata tunakamata mamaiti zao tunazizika mshimo tu mmoja ubie tunazilunguza ubie tunazifunga kwa migomba tunazikata mabuchi. Oui, on prenait leurs corps, on les enterrait ou on les brûlait, ou on les attachait à des bananiers et on leur coupait le pénis. Si vous restiez longtemps sans combattre, ressentiez-vous le besoin d'y retourner et de combattre de nouveau? Tuseme vita hauendi kwa wakati mingi kuko amani kwa kimya. Esko nasikia hamu vita ingeanza tena tuanze komba. Esko nasikia hamu ya vita. Soko na silaha kama ipi. Quand on a une arme et qu'on ne sert pas, on ne se sent pas bien. Combattre, c'était essentiel pour vous alors? Manake unasikia hamu ya kuendelea mu vita. Iko muwele kabisa. Unasikia tu vita si, unafurahi tubakie vita. On voudrait que le combat continue, pas qu'il s'arrête. Trouvez-vous excitant de faire souffrir votre ennemi? Unasikia unafurahi wakati yenye acha enemy kabisa nateseka? Ndio mimi nazipenda enemy ni mtu akukufa. Yes, enemy. L'ennemi doit mourir. Okay. Aujourd'hui, le travail thérapeutique permet de traiter les traumatismes subis. Mais selon Thomas Elbert, il ne permet pas de réfréner le désir de violence. On sent bien que leur cœur est encore là-bas. Ici, ils ne sont pas en prise avec la vie réelle, parce qu'ils ont encore la tête au combat. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez tué quelqu'un? Vous en souvenez-vous? Je me sentais à l'aise, c'est vrai que des gens mouraient, mais ça ne me posait pas de problème. La première fois que vous avez tué un ennemi, comment ça s'est passé?
Kwa undani kabisa. Evenema ya kwanza wakati uliwaka enemy, mara ya kwanza wewe na enemy. Kwanza nimuingiza kisu. La première fois que j'ai tué, c'était avec un couteau. Avec un couteau? Mais l'homme était très grand, non? Il était vieux. Nakamata kisu, juu walituonyesha kisa kuua mtu na kisu. Nakamata kisu ya mrefu kukuchoma nikipa hivi. On nous avait appris à tuer avec un long couteau. Mais comment avez-vous réussi à... Je l'ai lancé sur lui. Ressentiez-vous de la fierté? J'étais très fier. Je vous vois sourire. Quand vous y repensez, vous ressentez encore de la fierté? On était la première génération d'enfants soldats. C'est catastrophique. Chaque entretien est mené sous le contrôle d'un autre membre de l'équipe et suivi d'un premier bilan, comme ici, avec Tobias Ecker. Si j'étais un enfant, que je me trouvais au milieu de nulle part et que je voyais débarquer un colosse, je me ferais tout petit. J'aurais peur de lui. À ce moment-là, tu as intérêt à avoir une sacrée montée de stress et d'endorphine si tu veux en plus réussir à lancer un couteau et à viser pile dans le cou, au niveau de la carotide. Pour ça, je crois qu'il faut... Je crois qu'il n'était pas vraiment capable de décrire ce qu'il a ressenti. Quand on remonte le fil de son histoire, on voit qu'il n'a pas intégré l'armée parce qu'il est psychopathe. La réaction qu'il a eue face à cet homme est le résultat d'une certaine évolution. Pour lui, c'était une question de vie ou de mort. S'il était resté planté là avec sa trouille, il se serait fait tuer. Certains diraient que c'est le résultat d'un conditionnement. Mais d'après moi, il y a derrière tout ça un phénomène biologique qui induit ce type de réaction. Il se trouvait dans un état particulier qui lui a permis de rester calme et de se dire « je m'en fiche de tuer quelqu'un ». Selon Thomas Elbert, nos réactions sont liées à l'histoire de notre évolution. À l'ère préhistorique, un homme qui avait peur n'était pas un bon chasseur. Seul celui qui éprouvait l'ivresse de la chasse avait du succès. Nous avons pu mettre en évidence que notre organisme sécrète certaines substances neurochimiques, par exemple en situation de privation ou lorsque nous chassons. Ce phénomène se produit chez l'homme avec la testostérone. Lorsque ces substances sont générées, nous éprouvons un sentiment de bien-être. Par ailleurs, à quoi servirait l'évolution si ce n'était pas pour essayer de devenir dominant, pour gagner en supériorité? Au cours de notre évolution, nous sommes devenus des chasseurs, mais pas nécessairement des chasseurs d'hommes. La question est la suivante. D'où provient cette inhibition qui nous retient de tuer nos congénères? Ce qu'on a pu constater, c'est que cette inhibition est provoquée par des fonctions cognitives supérieures, telles que la pensée, l'éducation, l'enseignement de la morale. Il faut apprendre à un enfant qu'il y a des limites. Si cette socialisation n'a pas été faite, alors l'être humain, et l'homme en particulier, devient capable de tuer d'autres hommes. De plus, il ne le fait pas seulement pour se défendre, il en retire également du plaisir. Je n'ai pas besoin de théoriser sur le désir de violence ou sur le plaisir de tuer pour comprendre que la violence a toujours fait partie de l'histoire des hommes. On recourt à la violence quand on veut obtenir quelque chose qu'on ne peut pas obtenir sans violence, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de grandes explications sur la théorie de l'évolution pour comprendre ça. Qu'est-ce qui pousse un homme à devenir en très peu de temps un tueur de masse? Une question à laquelle s'intéresse le sociopsychologue Harald Welzer. Pour tenter d'y répondre, il s'est penché sur un chapitre peu connu de l'Holocauste.
1941. Une ville en Pologne. Des policiers partent en intervention. Ils contrôlent les rues aux côtés de la police locale. Depuis avril 1941, des réservistes de la police régulière allemande renforcent les unités mobiles d'intervention. Envoyés derrière la ligne de front, ils sont chargés d'assurer le calme selon la formule de l'occupant nazi. Parmi eux, des pères de famille, des employés de poste, des ouvriers, des professeurs. En l'espace de 2 ans, ils vont exécuter des centaines de milliers de juifs polonais et russes considérés comme ennemis politiques du régime. Des systèmes racistes et totalitaires tels que celui-là contestent l'appartenance d'un ou plusieurs groupes d'hommes à un ensemble commun, à un ordre social établi. Ici, il s'agissait de la communauté du peuple, telle qu'elle avait été instituée par les nazis. Ceux qui se donnaient le droit de traiter différemment ceux qui en étaient exclus. Le 101e bataillon de réserve comptait 500 hommes. Avec le service de sécurité et la police de sécurité, il était à lui seul directement impliqué dans l'exécution d'au moins 38 000 personnes. Le constat est accablant. Dans l'histoire de nos sociétés, on n'a jamais vu une exécution de masse échouer parce qu'il manquait des hommes de main. Il n'existe aucun exemple de génocide qui n'aurait pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas assez de meurtriers. Ceux qui tuent dans les exécutions de masse sont en général des hommes qui auparavant avaient une activité et une vie tout à fait normale. Ce ne sont pas des individus qui ont attendu toute leur vie d'avoir une occasion de tuer. Ce sont des gens qui, comme vous et moi, ne doutent pas qu'ils sont des hommes bons, qu'ils ne feraient pas de mal à une mouche et qu'ils ont le sens de la justice. Ils ont tué des civils, des femmes, des enfants. Pas dans une chambre à gaz, mais avec un fusil, en leur faisant face. Dans le cas du 101e bataillon de réserve de Hambourg, on dispose de nombreux documents qui montrent que le choix avait été laissé aux hommes de participer ou non à cette exécution de masse. Seul un petit nombre d'entre eux a recouru à cette possibilité. Un bataillon de ce type comptait 500 hommes. Et dans le cas du 101e bataillon, on sait qu'entre 6 et 11 hommes avaient choisi de ne pas participer aux exécutions et de se retirer du groupe. Une grande partie des Juifs polonais et russes a été tuée lors de ces exécutions, avant même que les nazis ne mettent en œuvre leur solution finale dans les camps de concentration. Si un homme est amené à faire quelque chose qui ne correspond pas à ses principes moraux, c'est-à-dire tuer d'autres hommes qui ne lui ont rien fait, il va éprouver d'énormes difficultés à donner du sens à son acte. Une citation tirée de l'enquête menée sur le 101e bataillon illustre parfaitement cela. Au cours de l'interrogatoire, un des hommes a déclaré « C'était une épreuve permanente et je n'arrivais à tuer que des enfants ». Dans le rapport, on sent bien la surprise de l'enquêteur. Puis, l'homme a continué. On avait passé un accord avec un camarade. Lui ne tuait que des mères. Comme les enfants ne pouvaient pas survivre sans elles, je pouvais me dire que d'une certaine façon, je les délivrais en les tuant. En considérant son crime comme une délivrance, cet homme se retranchait derrière une certaine moralité.
Il pouvait se dire « Je suis encore quelqu'un de bon, je ne tue pas comme les autres, de façon irréfléchie et sans scrupule ». Quand tuer n'est plus seulement permis, mais légitimé sur le plan moral, les notions de mal et de bien s'inversent. La gorge de Babillard. Les 29 et 30 septembre 1941, 33 000 Juifs y sont assassinés. 2 ans plus tard, au cours d'un discours sur la lourde tâche que représentait l'extermination des Juifs, Heinrich Himmler déclare devant les généraux de la Waffen-SS: Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Das Bedrückende ist, dass diese Ce qui est affligeant, c'est que cette mise à l'écart d'une certaine catégorie de la population que l'on a privée de ses droits, pillée, puis en toute fin déportée et assassinée, s'est faite dans un temps très court. Il n'a fallu que 8 ans pour qu'une majorité d'Allemands ait le sentiment profond qu'il était normal de traiter autrement ceux qui ne faisaient pas partie des leurs. Wenn man anerkennt, dass das in irgendeiner Weise Si l'on admet que ces gens ont agi et fait ces choix parce qu'ils y voyaient un sens, alors on a soi-même un vrai problème. Cela voudrait dire que dans certaines circonstances, on n'agirait peut-être pas autrement soi-même. Le mal n'a pas qu'un seul visage. Si nous lui laissons un espace pour s'exprimer, il peut être partout. Quand on essaie de savoir d'où provient le mal et qui l'incarne, on pense toujours que ce sont des êtres radicalement différents de nous. Pourtant, ceux qui commettent des crimes ne sont pas des extraterrestres, mais des gens comme vous et moi. Ce sont des personnes qui nous ressemblent et avec lesquelles nous avons beaucoup plus de points communs que de différences. La psychologue Susanne Preuschker a été confrontée au mal. Une expérience qui a laissé chez elle des traces indélébiles. Une fois, je ne sais plus où c'était, j'ai eu une crise de panique. J'essayais de me rassurer en me disant « Allez, tout va bien, ces gens ont l'air parfaitement normaux ». Mais aussitôt après, je pensais « Et s'ils n'étaient pas si normaux que ça? Tu t'es déjà trompé une fois ». Je pensais tout le temps « Rien n'est sûr, rien n'est sûr ». C'était très difficile.